Vous souvenez-vous de cette célèbre histoire d'un gourou? Il avait un chat préféré et il avait de nombreux disciples. Chaque matin, avant qu'il ne commence tous à méditer, il attrape le chat, le posa sur ses genoux et médite. Et quand il est mort, les disciples ont dû chercher un chat. Je l'ai entendu différemment. Le chat était ligoté et ne pouvait donc pas venir écouter. Même chose. Vous voyez, nos esprits sont de toute façon mécaniques, ont été rendus mécaniques. Ne pouvons-nous pas enquêter pourquoi nous sommes devenus mécaniques, plutôt que de pratiquer ce qui n'est pas mécanique, qui peut être mécanique? Nous pouvons, depuis qu'il y a des gens qui sont devenus entiers avant nous, je ne sais pas où ils sont si je me démarque de ma quête. Cela semble probable. Vous voyez, vous l'acceptez. Je regarde cela comme une proposition possible. Je ne sais pas. Je commence par moi-même. Je ne regarde pas quelqu'un qui est éclairé. Je ne sais pas. Ils peuvent se tromper. C'est pourquoi j'essaie de trouver. Il faut donc commencer par soi-même, dit Christ averti. Soi-même est déjà de seconde main, vivant à l'ombre des autres. Alors, pourquoi se tourner vers les autres? Alors, me voilà. De là, je commence. C'est si simple. Tandis que l'autre entraîne tant de complications. Je ne vois pas nécessairement cela comme une complication. Si j'ai une idée qu'il y a quelque chose qui est plus mon illusion, ma souffrance, mon état général d'insatisfaction, dans lequel je suis et auquel je dois faire face, et si je ne pense pas qu'il y ait une possibilité, alors je ne pourrais même pas essayer. Si je vois qu'il pourrait y avoir une possibilité, je n'ai pas besoin de le prendre pour la vérité. Et ça donne un sens qui vaut la peine d'essayer de travailler avec moi-même, comme mon propre sujet d'expérience, pour le résoudre. Pourquoi voulez-vous un motif, dit Christ en Maître? Je pense qu'il est presque impossible de ne pas commencer par le motif, parce que cela part de soi. Non, madame, dit Christ en Maître. Nous parlons de la même chose, n'est-ce pas? Je veux juste me connaître. Pas parce que je souffre, je traverse ici. Je veux juste savoir ce que je suis. Pas selon personne, et je sais juste pour moi. Alors je commence à me renseigner. Je commence à me regarder dans le miroir, qui est moi-même. Le miroir dit, vos réactions sont celles-ci. Et tant que vous avez ces réactions, tu vas payer cher. Vous allez souffrir. Voilà donc. Alors, maintenant, comment suis-je un être humain ordinaire, connaissant toutes mes réactions, moches, agréables, haineuses, toutes les réactions que l'on a, pour provoquer une observation sans motif. Restreindre ou élargir les réactions. Je me demande si je suis clair. Oui. Comment puis-je m'observer sans cause? La cause est généralement la punition et la récompense, ce qui est évidemment trop absurde, comme un chien en formation. Alors, puis-je me regarder sans aucun motif?
continuer, monsieur. À ce stade de l'enquête, où je commence à essayer de le faire, pour commencer, je ne peux pas le faire. Je suis trop conditionné. Non, je ne l'admettrai pas. Vous demandez toujours de l'aide. Non, mais je peux de la même manière que je peux faire un entraînement physique. Je peux être capable lentement, mais pas immédiatement. Regardez, supporter. Krishnamurti, je comprends. C'est comme j'ai pas de muscles pour faire certains exercices. Dans une semaine, j'ai des muscles en faisant des exercices. Cette même mentalité est transmise. Je ne me connais pas, mais j'apprendrai progressivement sur moi-même. Ce n'est pas que j'ai besoin. Nous devons être très prudents. Ce n'est pas que j'ai besoin d'apprendre sur moi-même. C'est seulement que je dois développer le courage, la force de me supporter. Krishnamurti, c'est la même chose. C'est la même chose. Je n'ai pas la force physique pour faire certains exercices. La même opération mentale va psychologiquement. Je suis faible, mais je dois devenir fort. Ce n'est pas que je dois devenir fort, je pense que c'est là que l'on se met dans un cul-de-sac. Ce n'est pas pour le motif, c'est la souffrance et le regard très réel. Et souffrir et regarder, souffrir et regarder. Et il y a un facteur de changement dedans, ce qui le rend finalement impossible. Ce qui est encore une fois graduel, évolution, dit Krishnamurti. Je dis que c'est totalement, et je vais vous faire remarquer, je ne vous corrige pas. Cela ne mène nulle part, c'est une illusion. Il ne doit conduire nulle part. Mais si se poursuit dans cet esprit, avec cette attitude, non, j'en tire quelque chose. Alors, il y a un changement soudain possible et cela se produit. Que nous l'ayons fait, et je voudrais faire un autre point à ce sujet. Si nous l'avons fait en commençant par un motif et à changer et à commencer lentement, ou si nous l'avons fait à notre insu pour que cela puisse arriver soudainement sur la base de la vie que nous avons vécue, ne fait vraiment aucune différence. Madame, soit vous avez une perspicacité immédiate ou non. Mais ce qui l'a conduit, c'est le point. Ah, il n'y a pas de préparation, ce qui veut dire du temps, ce qui signifie cultiver, identifier le moi. Non, le moment où vous accordez du temps, c'est la culture du soi. Il n'est pas nécessaire. Pourquoi dites-vous pas nécessairement? Si je le fais pour quelque chose que je veux en tirer, alors c'est certainement une culture de soi. Madame, quand vous dites, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dit Krishnamurti, la perspicacité est dépourvue de temps et de mémoire. La perspicacité est intemporelle. Elle doit arriver. Vous ne pouvez pas y arriver progressivement. Ce n'est pas une chose cultivée à la pensée. Donc, pour avoir un aperçu de soi instantanément, pas par degré. Est-ce possible? Oui. Non, ne dites pas oui. Nous nous renseignons. Alors, je dirais, avec ma propre conviction et expérience, je dirais oui. Dites oui à quoi? C'est possible, dit Krishnamurti. Cela signifie que si vous avez un aperçu, cette perspicacité efface le moi. Pas momentanément. Pas momentanément. Alors, diriez-vous, dit Krishnamurti, l'action
et donc sans motif. Connaissez-vous une telle action? Pas occasionnellement, mais au quotidien. Pas occasionnellement, mais au quotidien. Des actions sans motif. Je ne veux pas être nourri occasionnellement, mais je veux être nourri tous les jours. Je ne veux pas être heureux occasionnellement. Je veux avoir, vous savez, tout le reste. Comme l'insight est dépourvu de temps et séparé de la mémoire, la pensée, y a-t-il donc une action née de la perspicacité? Tu comprends? Si vous avez un aperçu, je ne dis pas parce que ça signifie à nouveau la mémoire. Ayant un aperçu. Si vous avez un aperçu, il n'y a pas d'exception. Toutes vos actions sont sans motif. Encore une fois, pardonne-moi. Parlons-nous théoriquement ou réellement? En fait, cela signifie que l'action est correcte, précise, tout au long de la vie. Oui. Vous pouvez faire des erreurs, monsieur, techniquement. Non, je ne parle pas de techniquement. Mais il n'y a pas de soi, il n'y a pas de motif. Si vous avez cette perspicacité, chaque action, avez-vous cette idée? Pas bon, monsieur. Cet aperçu de la nature entière du moi. Pas d'argument, pas d'induction, pas de déduction, pas de conclusion. Mais avoir un aperçu de la nature de soi. Et donc de moi. S'il y a un aperçu de soi, alors l'action découlera inévitablement de cette perspicacité. Puis-je préciser un point qui me tient à cœur? Ce n'est pas que j'ai la perspicacité. Ce n'est pas possible. Il y a cette idée. Quoi? Y a-t-il une telle perspicacité? Il y a la perspicacité. Ce n'est pas comme si je l'avais. Ce n'est pas que j'ai une perspicacité. Il y a une perspicacité. Je n'ai aucune idée. Si je dis j'ai un aperçu de cela, c'est un peu dérangé mentalement. Alors, de quoi parle-t-on? Vous avez posé une question, monsieur. Bien sûr, nous sommes allés très loin de ma question. Question affirmative, je sais. Maintenant, oublions complètement cette question qui a été répondue. Question affirmative, revenons-y. Non, cette question à laquelle vous avez répondu. Ensuite, il y a une autre question également liée. Vous voyez, il y a peut-être, connaissez-vous cette théorie? Beaucoup de gens, que l'on pense dans une langue, il y a une croyance. Beaucoup de gens disent ça. Vous pensez dans une langue. Très souvent, ils me demandent dans quelle langue pensez-vous? Je dis je ne sais pas. Il n'y a pas de langage dans la pensée. La pensée n'a pas de langage. Et la pensée est immédiatement interprétée dans la langue la plus proche. Monsieur, pourriez-vous me transmettre votre pensée sans le mot? C'est la même chose. Lorsque vous transmettez une pensée, non monsieur, pouvez-vous me transmettre votre pensée sans le mot? Cela dépend du niveau qui s'invertit. Ce qui veut dire quoi? Je ne sais pas si vous l'acceptez ou si vous avez cette expérience. Sans parler, sans mot, il y a communication.
C'est-à-dire, monsieur, il ne peut y avoir de communication, communion, quand toi et moi sommes au même niveau et avec la même intensité en même temps. Ok? Lequel est quoi? Quand toi et moi sommes au même niveau, avec la même intensité, en même temps, quelle est cette chose? Alors, les mots ne sont pas nécessaires. Quelle est cette chose? Dit Krishnamurti. Vous pouvez dire, si vous voulez, ses pensées. Krishnamurti, non, non. Monsieur, quand nous sommes tous les deux comme ça, quelle est la qualité de cet état? Pas l'absence de pensée, mais la qualité, le parfum, la chose. N'appellerez-vous pas ça de l'amour? Oui, Krishnamurti, non, non. Mais vous m'avez posé la question, vous allez simplement y répondre. Je suis confus quand tu me le dis, et les gens attendent de moi que je réponde. Monsieur, quand deux personnes avoir cette extraordinaire qualité de cet état, les mots ne sont pas nécessaires. Il y a cette qualité d'amour qui existe. Donc, les mots deviennent inutiles. Il y a une communication instantanée. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, la langue nous anime. Ok? Pas vrai, monsieur? La langue nous anime, nous pousse, nous façonne. Notre esprit est conditionné par la langue, qui est le langage. Les mots nous animent, nous forcent. Je suis anglais. La langue est le contenu de cette langue. Ok? Et si nous utilisons des mots sans que le langage nous dirige, les mots ont alors une signification entièrement différente. La langue ne vous conduit pas, Krishnamurti, c'est vrai. Je pense qu'habituellement, nous nous identifions à notre langue, et donc, il nous conduit. Mais si nous sommes libres d'identification, c'est pourquoi, monsieur, c'est extraordinaire comment la langue nous fait. Je suis communiste. C'est une identification. C'est ça. Mais qu'en pensez-vous? Cette langue est la principale source d'identification? L'un d'eux. L'un des plus gros, oui. Je ne sais pas. Je voudrais rappeler ici d'une attitude philosophique bouddhiste, Mahayana, très importante. Autrement dit, on dit que le monde est pris dans la langue. Nankaya, Patakaya, en sanskrit aussi. Oui, ce sont des mots sanskrits. Et on dit que l'homme ordinaire est coincé dans les mots. Comme un éléphant dans la boue. Et donc, il faut aller au-delà des mots. Nam, Pada, Vajana. De les voir. Parce que tant
que vous êtes, comme vous le dites, motivé par la langue, l'êtes-vous? Demandez-vous personnellement, qui s'en avertit, oui, êtes-vous, suis-je? Dr. Bond est-il motivé par la langue? Que je ne vois pas, vous répondez à cela. Je peux répondre pour moi-même, mais je vous le demande. Oui, vous répondez pour vous-même. Qui s'en avertit? Oh, absolument. Cela suffit. Cela ne suffit pas. Mais je pense que le plus habile ou savant on devient dans la langue. Je suppose qu'il y a une grande possibilité d'être pris dans la langue. Oui, certainement. Alors que les rustiques pourraient simplement l'utiliser pour une communication simple, monsieur, c'était votre question. Si la pensée a des mots, si la pensée fait partie des mots, le mot crée-t-il la pensée? Ou la pensée crée le mot? Vous avez posé la question une fois. Y a-t-il une pensée sans le mot? C'est très intéressant, monsieur. Allons-nous y entrer un peu? Voulez-vous y entrer, monsieur? Y a-t-il une pensée sans le mot? Telle est la question. Je pense que la pensée n'a pas de mots. La pensée n'a pas de mots. La pensée est une image. Non, nous utilisons le mot dans le sens pour inclure le symbole, l'image, le mot. Tout ça. Vous voyez le mot, par exemple, par un artiste. Une description peut être transformée par un artiste, ou vice-versa. L'image pour être décrite et transformée en mot. Ils ont donc un contenu équivalent. Monsieur, quelle est l'origine de la pensée? Si tu devais le découvrir, parce que Bouddha a dit, si vous, en tant qu'être humain, vous devez découvrir quelque chose, tu dois découvrir, sinon votre tête sera coupée. C'est quelque chose d'extrêmement important que vous devez découvrir. Que vas-tu faire? Quelle est l'origine de la pensée? Le langage, je pense. Dieu a créé le monde et la parole s'est incarnée. Qu'est-ce que c'est? Au début de la Bible, la Genèse. Je ne me souviens pas de la Genèse. Je suis désolé, c'est courant. Vous l'entendez? S'il vous plaît, monsieur, répondez à cette question, dit Krishnamurti. Y a-t-il une origine? Y a-t-il une origine? Ça doit l'être. Pourquoi faut-il? Sinon, en vous, monsieur, quelle est l'origine? Aucune origine. Krishnamurti, bien sûr, monsieur. Il doit y avoir un début de réflexion. C'est encore une erreur, une mauvaise façon de voir les choses, dit l'intervenant. Krishnamurti, non, non. En demandant, tout doit avoir un début. Non, je ne demande pas. Je demande juste pour savoir. Quel est le début de la pensée? Comment la pensée a-t-elle commencé? Avec le chien, vous suivez, monsieur? Avec les animaux, tout ce qui vit. Ils pensent tous de différentes manières, ou ressentent.
Il doit y avoir un début de cela. Qu'est-ce que cela chez les êtres humains? Qu'est-ce que cela chez les êtres humains? Si nous n'avions aucun désir, nous n'aurions aucune pensée. Non, il ne s'agit pas de ça, dit Krishnamurti. Non, monsieur, dit Krishnamurti. Comment la pensée a-t-elle commencé en moi? Était-il transmis par mon père, par mes parents, par l'éducation, par l'environnement, par le passé? Je veux savoir. Qu'est-ce qui m'a fait réfléchir? Continuez, monsieur. Qu'est-ce qui vous a fait réfléchir? La question est la suivante. Vous mettez une cause derrière cela. Mais je dirais, rien ne m'a fait réfléchir. C'est dans votre nature de penser. Krishnamurti, non. Il n'y a pas d'autre origine. Cause. Krishnamurti, oui. Je vais vous le dire dans une minute. Non, je ne suis pas d'autorité finale, monsieur. J'aimerais en parler. Si je n'avais pas de mémoire, y aurait-il des pensées? Je vous demande encore une fois, quelle est l'origine de la mémoire? C'est assez simple de répondre. Je me souviens de t'avoir vu à Paris, ce que je ne fais pas. Mais supposons que je me souvienne de vous avoir vu à Paris. C'est enregistré, n'est-ce pas? Pas vrai, monsieur? Il est généralement admis que cela est enregistré dans le cerveau. Non, c'est un fait ordinaire. Non, je n'accepte pas. C'est une vieille théorie du 19e siècle, du 20e siècle, que tout est enregistré quelque part dans le cerveau. Krishnamurti, non monsieur, écoute, je t'ai rencontré cette semaine. Vous revenez un an plus tard. J'espère que vous le ferez. Et puis je dis oui monsieur, je vous reconnais. Ok? Comment cette reconnaissance a-t-elle lieu? Très bien, tu as continué, car c'est une question que je veux vous poser. Comment naît la mémoire? Je ne l'ai pas demandé, mais c'est la question que je voulais savoir. Je te rencontre maintenant, et dans un an tu reviens. J'espère que vous le ferez pour une discussion. Ensuite, je dis oui, monsieur. Monsieur Rahula, nous nous sommes rencontrés l'année dernière. Comment cela se passe-t-il? Très simple, mémoire. Le cerveau a enregistré ses souvenirs de vous rencontrer, d'apprendre votre nom. Alors, c'est la mémoire. Et quand je te rencontrerai la prochaine fois, je te reconnais. Ok? Il n'y a rien. Comment ça se passe? Telle est la question. Krishnamurti, c'est très simple. Tu m'as été présenté. Nous nous sommes assis ici pendant 2 après-midi et un matin. Et cela est rappelé. Quand vous reviendrez l'année prochaine, je dis oui. Si je ne me souvenais pas, je ne te reconnaîtrai pas. Ok? Alors, l'enregistrement continue. Ce n'est pas le 19e ou le 1er siècle ou le 20e siècle. L'enregistrement doit continuer. Le processus éducatif élaboré d'apprentissage d'une technique. Comment conduire une voiture ou aller sur la Lune, quoi que ce soit. C'est une accumulation prudente de mémoire qui agit alors.
Il n'y a rien de mal à cela, n'est-ce pas? Comment ça se passe? Qui s'en est-il? Monsieur, je ne sais pas conduire une voiture. Alors, je vais voir l'homme qui m'apprend à conduire une voiture. Je prends 24 leçons. À la fin, je suis inspecté. Et l'homme dit, bien. Et tu dis que j'ai appris en conduisant avec lui. Il me dit, fais attention, tourne à gauche. Il me guide tout le temps. Donc, à la fin de 24 leçons, je suis un bon conducteur. J'espère. Et c'est tout. Il n'y a rien de bien ou de mal à ce sujet. De la même manière que je vous rencontre aujourd'hui, l'année prochaine, je me souviendrai. C'est-à-dire qu'il y a un souvenir qui est le processus d'enregistrement. Non, c'est tellement simple. Ce n'est toujours pas tout à fait clair pour moi. Admettons qu'il est enregistré. Comment ce record arrive-t-il lorsque nous nous rencontrerons l'année prochaine? Et sa mère dit, oh, quand je te vois, ce souvenir jaillit et dit, oh, il est monsieur Oula. Et l'enregistrement est l'image, agréable ou pas agréable. J'espère que ce sera agréable. Et c'est enregistré. Et quand je te rencontrerai la prochaine fois, je te rencontrerai. Mais si ce n'est pas agréable, je dis, eh bien, quel ennui. Et je me détourne. Et pas d'autre chose. Donc tout ce processus est enregistré. Comment j'ai appris à conduire une voiture? Comment j'ai appris à parler anglais, français, allemand, quoi que ce soit? Il doit y avoir un enregistrement. Non? Il en est certainement ainsi. Mais vous avez dit 19e siècle. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas dans le cerveau. C'est ça le truc. Qui s'en merci. Où est-il? C'est dans la nature de ce que nous appelons généralement la faculté mentale. Tout comme les yeux, les oreilles, le nez. La faculté mentale est aussi une faculté. Qui s'en merci, oui. C'est l'une des potentialités. C'est la faculté du cerveau d'enregistrer. Ce n'est pas le cerveau physique. C'est mon point. Ah, vous êtes parti dans autre chose. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pas nécessairement dans la tête. Est-ce que quand il dit que ce n'est pas dans le cerveau, notre faculté mentale est l'un des organes sensoriels. Il y a 5 organes sensoriels physiques. Vous voyez, l'œil a le pouvoir de voir et d'examiner. L'oreille ne peut pas le faire. Elle n'entend que, et il y a la faculté mentale, tout comme les yeux, les oreilles, le nez, la langue, toutes les facultés physiques. Il y a la faculté mentale. Quels yeux, oreilles, nez, langue et corps traitent du monde extérieur, du monde matériel. Mais le monde n'est pas fini par ça. La plus grande partie du monde n'est pas touchée par cela. Quelle est la plus grande partie du monde? La plus grande partie du monde, c'est ce que nous parlons, ces sensations. Et toutes ces choses ne sont pas touchées par le corps, ou quoi que ce soit déjà. Puis la faculté mentale. La faculté est la chose qui a de très nombreux aspects. De nombreuses potentialités. D'un, c'est souvenir. Et ce que je veux clarifier de votre part, c'est comment cela se passe. Et bien sûr, recommencer. L'enregistrement dans le cerveau et avec lequel je ne suis pas d'accord. Monsieur, coupons le cerveau pour le moment. Je vous rencontre aujourd'hui et je vous vois une semaine plus tard. Il y a le processus de reconnaissance. D'accord? C'est une partie de la faculté. L'autre partie de la faculté est de penser logiquement.
ou pas, logiquement. Il y a donc plusieurs aspects. Facultés qui sont constituées dans l'esprit. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit sans le cerveau. Oui, certainement, pas seulement le cerveau, mais sans le corps, sans l'estomac, sans le cœur. Sans l'existence physique, vous ne pouvez pas avoir l'esprit. C'est tout. Pourquoi seulement le cerveau? Par conséquent, l'esprit fait partie des sens. L'esprit fait partie de la pensée. Les émotions, certaines facultés à penser, etc. Est-ce à l'extérieur où toute la structure de l'organisme, tout le cerveau, le corps, les yeux, les oreilles, tout cela fait partie de cet esprit qui est le processus de la pensée. Non? Êtes-vous en train de dire que l'esprit est une pensée? Ou est-ce aussi plus que la pensée? Je ne sais pas. Je ne veux pas dire ça. Je veux seulement dire l'esprit, tant qu'il fonctionne dans le champ de la pensée, est limité. Vous voulez dire la conscience? Oui, la conscience est limitée, dit Christian Murphy. Nous disons qu'il est limité par ses facultés. Oui, c'est vrai, quel qu'il soit. Mais en ce qui concerne la reconnaissance, les gens fabriquent même des machines qui peuvent imiter le processus de reconnaissance au moyen d'un ordinateur. Et pourtant, si je vous ai rencontré juste un instant, et cette image de réunion n'a pas eu un impact suffisant, je vous passerai la semaine prochaine sans vous reconnaître. Il faut l'enregistrer. C'est ce que je veux dire. Il doit y avoir suffisamment d'énergie. Bien sûr, tout enregistrement. Si vous n'activez pas le microphone, rien n'est enregistré. Et beaucoup de choses que nous voyons et entendons dont nous ne parlons pas, seulement des choses qui laissent une certaine impression. Vous voyez, je pense que c'est assez clair. La prochaine fois que vous verrez la personne à laquelle l'enregistrement est comparé, cela revient, ça revient. C'est exactement comme l'ordinateur. Donc, nos cerveaux sont des ordinateurs. Je devrais dire non, pas de cerveau. Qu'est-ce que le cerveau? Pourquoi ne dites-vous pas que le cerveau? Pourquoi pas tout le corps? Son cœur, pouvez-vous penser? Par conséquent, monsieur, nous avons dit cela. Le cerveau, l'esprit. L'esprit contient le cerveau, les sentiments, le cœur, toute la structure, tous les centres. Nous utilisons le mot esprit comme conscience. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir de conscience si le cœur ne fonctionne pas. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot faculté mentale au lieu de l'esprit ou de la conscience. Le mot faculté englobant, impliquant tout ce département. Que voulez-vous dire par le mot faculté? Dit Christian Murphy. Que veut dire ce mot, monsieur? Avoir une certaine capacité. Capacité à faire quelque chose. La capacité de faire. Comme quand vous dites une faculté visuelle. Non, monsieur, la capacité à faire dépend de la connaissance, dit Christian Murphy. Si je ne savais pas jouer au piano, c'est-à-dire que je l'ai appris. J'ai dit la faculté d'esprit. L'esprit a le pouvoir, la capacité, la potentialité de faire tout cela. Et ce sont des aspects différents de la chose qui sont vertueux. Je vois.
Je n'accepterai pas que l'esprit est la faculté innée, ce qui signifie que ce n'est pas génétique, ce n'est pas hérédité. Non, inné, ce n'est pas juste. Dites que l'esprit, tout comme nos yeux, ont le pouvoir de voir. Donc l'esprit a le pouvoir. Toutes ces choses qu'on nous apprend, le souvenir, la réaction, la sensation et tout ça. L'esprit est l'énergie active pour faire tout cela. La structure physique est également présente sur tout le corps. Dire que l'œil a certaines potentialités et dans tout ce corps, l'enfant a déjà la capacité de penser, déjà construit en lui à cause de l'hérédité. Comment se intégrer a-t-il vu le jour? En grandissant de la même manière que l'œil. Vous voyez l'œil, évolution. Attendez, dit Krishnamurti. Ce qui signifie dès le début, il a évolué jusqu'à ce que nous soyons maintenant des singes, de plus grands singes. Désolé. Encore une fois, vous avez pris pour acquis la théorie de Darwin. Je ne prends pas Darwin, je vois cela se produire dans le monde. Quand vous dites que nous sommes issus du singe, nous avons évolué à partir de l'homme imparfait, ou pas évolué de l'homme parfait. Nous descendons la colline au lieu de la gravir, où nous montons, donc nous sommes un homme imparfait. Je me demande si nous voulons discuter de ces choses. Ce sont vraiment des détails qui ne sont pas certains. C'est pourquoi je m'oppose à cette déclaration sur l'évolution du singe. Nous n'en savons rien. Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas comment nous avons évolué. Mais je connais la chose très simple qui est, sans enregistrement, il n'y a pas de pensée. Cela signifie que la pensée est la mémoire, qui s'en remercie bien sûr. La pensée est la mémoire, qui est l'expérience, qui est la connaissance stockée. Peu importe où, dans mon gros orteil stocké. Et quand il est contesté, il fonctionne. Eh bien, nous avons également dit penser logiquement ou illogiquement, ainsi de suite. Tout cela est ce que vous avez appelé. Oui, j'ai utilisé ce mot parce qu'il utilise un champ plus grand que la raison. Mais vous dites que cela dépend toujours de la mémoire. Bien sûr, le sens de l'enregistrement. Sans mémoire, aucune des autres facultés ne pourrait fonctionner. Qui s'en remercie bien sûr. Je vois cette chose. Il a été appelé un arbre. Je l'appelle un arbre. C'est tout. Il est enregistré tout le temps. Sans cet enregistrement, il n'y a pas de commencement de pensée. Il n'y a pas de pensée. Monsieur, si vous êtes né dans le monde catholique et conditionné par le monde catholique, vous penseriez le long du monde catholique, Christ, vous savez, toute l'affaire. Vous êtes donc conditionné par la propagande, par des livres, par des prêtres, par tous les cirques. Quand vous êtes conditionné en Inde ou à Célion, ainsi de suite, alors, quelle est l'origine, le début de ce conditionnement? Pourquoi l'homme se conditionne-t-il?
pour la sécurité, pour éviter le danger. Évidemment. Je crois au Christ parce que j'ai été élevé dans le monde chrétien. C'est mon conditionnement. Et cette vie est une vie misérable, une vie malheureuse. Mais je crois en Christ, ce qui me donne une certaine sensation de confort, de force, pour affronter cette chose effroyable, le monde. Donc, ça me donne un grand réconfort. C'est tout. Cela me donne la sécurité dans un monde peu sûr. Psychologiquement, le Père s'occupe de moi. C'est tout. Et les hindous, les bouddhistes, etc. Ils sont tous dans la même catégorie. Ainsi, la réponse instinctive de l'être humain est de se sentir en sécurité. Comme un enfant, monsieur. Évidemment. Non? Comment cela se produit, ce sentiment de sécurité? Le sentiment de sécurité, quelle en est l'origine? La mère et l'enfant, le bébé, ils doivent avoir un peu de sécurité. Le bébé doit avoir la sécurité physique. Il doit avoir de la nourriture au bon moment, la bonne heure et tout le reste. Le bébé a-t-il un sentiment de sécurité en même temps? Probablement, je ne sais pas. N'étant pas un bébé, je ne m'en souviens pas. Et je suis sûr que c'est en sécurité. Sûr, soigné, calme. Au moment où il pleure, la mère est là.